Ok, c'est bon. Alors, comme on disait, le footprinting, c'est la première phase de toute attaque informatique. Durant cette phase, on va essayer de collecter toutes les données relatives à notre cible et au réseau de cette cible. Donc, généralement, cette collecte d'informations va vous aider à identifier toutes les manières possibles pour pouvoir vous introduire dans la cible. Et généralement, c'est des informations qu'on va essayer de collecter à travers soit des informations publiques accessibles pour tout le monde, donc ce qu'on trouvera sur la toile, ou bien à partir de sources secrètes. Donc, c'est des informations sensibles qu'on va essayer d'avoir de manière plutôt détournée. Donc, de manière générale, tout ce qui est footprinting et reconnaissance exécute des attaques qu'on appelle des attaques d'ingénierie sociale, ce qu'on appelle le social engineering. On va utiliser des attaques aussi sur le réseau, ou bien on va essayer d'utiliser d'autres techniques d'attaque qu'on verra par la suite. Donc, il faut savoir que généralement, quand on parle de footprinting et de reconnaissance, on a deux types d'approches. On a ce qu'on appelle l'approche active et nous avons l'approche passive. Quand on parle d'approche active, ça veut dire qu'on va interagir directement avec la cible pour essayer de récupérer ces informations. Par contre, quand on parlera d'approche passive, ça veut dire qu'il n'y aura aucune interaction avec notre cible. Donc, il faut savoir aussi se mettre en tête un détail très important, c'est que généralement, lorsqu'on fait du footprinting, il faudra faire attention à ce que notre cible ne soit pas alertée. Parce que ça n'a pas de sens si on arrive à alerter la cible, donc qu'elle arrive à se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui essaye de l'espionner, donc dans le but de l'attaquer. Donc s'il y a une remontée d'alerte, la victime sera déjà sur ses gardes. En fait, dès que vous avez une question, vous m'arrêtez. Hein. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a deux types de footprinting, le passif et l'actif. On avait dit que l'un, c'est une récolte de manière directe, l'autre de manière indirecte. Maintenant, quelles sont les informations qu'on va essayer d'obtenir? D'abord, il y a ce qu'on appelle les trois types d'informations. Il y a les informations sur le système, sur le réseau, ou bien sur l'organisation dans sa globalité. Alors, sur le système, on essaie de connaître l'OS, l'emplacement des serveurs, de leur serveur web, les différents codes utilisateurs, les mots de passe utilisés. Pour les informations sur le réseau, on va essayer d'avoir le nom des différents domaines, les sous-domaines, les blocs d'adresses IP des réseaux, les systèmes qui sont accessibles, les enregistrements WHOIS, les enregistrements DNS. Par contre, sur l'organisation, on va essayer d'avoir des détails relatifs à leurs employés. On va essayer d'avoir des numéros de téléphone, on va essayer de connaître leurs adresses, leurs emplacements, les technologies web qu'ils utilisent, l'historique même de l'organisation, quand est-ce qu'elle a été créée, quel est son métier, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, toutes ces informations, pourquoi on va les récolter? Pour essayer d'identifier ce qu'on appelle la posture de sécurité. La posture de sécurité, c'est quoi? C'est tout ce qui entoure la sécurité de cette organisation. Essayez de réduire la zone ciblée parce que lorsque vous allez attaquer, vous n'allez pas essayer d'attaquer sur tous les fronts. C'est d'essayer de trouver le point faible par lequel vous allez essayer de vous introduire dans cette organisation. Et pour cela, il va falloir identifier des vulnérabilités. Et surtout, pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, on va essayer d'élaborer le schéma du réseau de cet organisme. Généralement, quand on parle de footprinting, on parle d'une méthodologie qu'on va suivre. Dans le schéma que vous voyez, on va citer les phases les plus importantes. Plus tard dans le cours, vous allez voir qu'on va parler de phases que vous ne trouverez pas dans ce schéma. Donc d'abord, la première phase, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des autorisations et la définition de surface qu'on va évaluer. Ensuite, on va essayer de faire tout simplement un footprinting en utilisant des moteurs de recherche. Par la suite, on peut utiliser ce qu'on appelle le Google Hacking et les Web Services. On peut faire un footprinting en utilisant les sites de réseaux sociaux. On peut utiliser d'autres types de sites. On peut utiliser les mails. On peut utiliser ce qu'on appelle l'intelligence compétitive. On peut utiliser les bases de données WHOIS. On peut utiliser du footprinting de réseau, d'ingénierie sociale, ou bien tout simplement utiliser tous les documents qui peuvent être à notre portée. Alors,
là, je pose une question, puisque je vous ai dit tout à l'heure, vous ne posez pas de questions, c'est que vous avez tout compris. Donc, si vous avez tout compris, donc j'ai le droit de poser les questions que je veux. Bien Alors, sûr. trop tard, c'est moi qui pose. Alors. Ben Mimoun, vous êtes là? Ben Mimoun, d'accord. C'est quoi l'ingénierie sociale, Ben Mimoun? Le social engineering. Vous n'avez pas posé la question, donc vous l'avez compris. Ben Mimoun, j'attends une réponse, hein. La réponse peut être l'ingénierie sociale, c'est et vous expliquez, ou bien non, monsieur, j'ai pas compris. Faites vite, ne nous faites pas perdre du temps, le cours est long. Ok. Alors, mademoiselle Hamadash, vous êtes là? Oui, Alors, c'est quoi les bases de données, Horis? c'est des bases de données publiques, c'est-à-dire qui contiennent toutes les informations, enfin pas toutes, mais des informations sur des utilisateurs. Quels utilisateurs? Euh, D'après ce que je connais, c'est des utilisateurs de différents domaines. Quel domaine? Ça veut dire je cherche une information sur Hamadash, je rentre sur Horis, je trouve l'information relative à Hamadash. Non, pas Alors quoi? de certains domaines, on va dire. Bon, que ça vous serve de leçon. Je n'expliquerai rien de tout ce que je viens de dire. Ça vous apprendra à ne pas poser de questions. La prochaine fois, apprenez à poser des questions. Alors, on va commencer par un truc simple. On va commencer par les moteurs de recherche. Généralement, un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des moteurs de recherche pour essayer de récupérer des informations relatives à sa cible. Imaginons que la cible, c'est l'USTHB. Pas besoin. Donc, je tape USTHB dans un moteur de recherche, j'aurai la page de login, s'il y a une page de login, j'aurai des détails relatifs à leurs employés, à leur portail intranet, qui pourront m'aider éventuellement à faire du social engineering pour essayer d'initier d'autres types d'attaques avancées. Donc, pour les moteurs de recherche les plus connus, je pense que vous connaissez tous Google, vous connaissez Bing, vous connaissez Yahoo, Ask, je pense que vous connaissez un peu moins, AOL, c'est un autre moteur de recherche, Baidu, c'est le moteur de recherche chinois, c'est l'équivalent de Google. Et vous avez ce qu'on appelle le DuckDuckGo. C'est un autre moteur de recherche américain qui est assez intéressant. Alors, l'attaquant aussi peut utiliser d'autres opérateurs pour faire de la recherche avancée. Et pour mettre en œuvre, généralement, on vous dit des requêtes plus complexes. Donc, au niveau des moteurs de recherche, soit vous avez la recherche simple quand vous tapez dans la barre de recherche du moteur, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle la recherche avancée. Là, vous pouvez combiner plusieurs mots-clés, combiner plusieurs opérations pour aboutir à un résultat plus affiné. Donc, filtre, pour pouvoir filtrer vos résultats. Maintenant aussi, il faut savoir que les moteurs de recherche nous permettent de trouver d'autres ressources accessibles au public. Par exemple, je peux taper, là on a juste un exemple, Top Job Portals. Ça me permettra de trouver les principaux portails qui vont me fournir des informations critiques sur une organisation cible, par exemple. Maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle les techniques de Google Hacking. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des techniques Google Hacking? Non, monsieur. Non, monsieur. Alors, le Google Hacking, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'utiliser des opérateurs de recherche Google avancés pour créer des requêtes. Il faut savoir que Google possède son propre langage. Et c'est un langage qui est très utile en matière de sécurité. Je vous ai mis quelques captures d'écran. Là, on ne les verra pas en détail en cours. Vous allez les faire en TD normalement. Alors, par exemple, si je prends la commande all in title, ça me permettra de faire une recherche. Par exemple, je mets all in title USTHB. Et il m'affichera toutes les pages web qui contiennent dans leur titre, je dis bien dans le titre de la page web, pas dans le contenu, le mot USTHB. Si je mets par exemple all in URL PDF, ça me permettra tout simplement d'avoir tous les sites qui contiennent dans leur URL le mot PDF. Par exemple, si je mets location DZ,
Ça me permettra d'avoir tous les sites qui se trouvent en Algérie, qui ont l'extension DZ, etc. Donc là, vous allez voir que vous avez plusieurs mots-clés qui sont utilisés pour le langage Google Hacking, grâce auxquels on peut composer des requêtes plus ou moins complexes et qui pourront être très utiles, et on verra ça par la suite. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, ce sont l'équivalent du DORC. oui, en quelque sorte. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Alors, il faut savoir, il y a aussi ce qu'on appelle les Google Hacking Database. Alors, le GHDB, c'est quoi? C'est tout simplement des bases de données qui ont été mises en place, qui sont utilisées par le moteur de recherche Google et qui vont utiliser les Google Docs, comme l'a dit votre camarade tout à l'heure, qui sont des recherches, des opérateurs de recherche avancés qui vont vous permettre d'avoir des informations sensibles. Par exemple, en utilisant le GHDB, je peux avoir la liste de tous les serveurs sensibles. Je peux avoir la liste de tous les serveurs qui ont émis tel ou tel message d'erreur. Je peux avoir la liste de toutes les caméras IP connectées à un moment T d'une telle marque. Imaginons, je vous donne un exemple. Imaginons que je vous dise, voilà, il y a une vulnérabilité qui a été découverte sur les webcams de marque Access. Et qu'avec cette vulnérabilité, je peux prendre le contrôle de la webcam. En utilisant les GHDB, je peux faire une recherche de toutes les caméras Access connectées actuellement. Et ça me permettra directement de choisir une d'entre elles pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Maintenant, le footprinting, on peut aussi l'utiliser. Monsieur, pardon, là, les GHDB, Oui. comment elles sont mises à jour? Là, c'est un réseau. Elle parle de réseau. Alors, elles sont mises à jour de manière quasi automatique. Tout simplement parce que c'est des requêtes. Il suffit d'être connecté sur Internet pour pouvoir répondre à une requête. Attendez, je vais vous montrer un exemple, une seconde. Accordez-moi 2 secondes. Alors, imaginons, voilà, je suis sur Google Hack Database. Par exemple, là, vous voyez ce qu'on appelle les DORC. Donc, c'est des commandes qui ont déjà été préparées par d'autres personnes. Par exemple, là, je cherche des pages contenant les login portals. Ou bien, par exemple, des fichiers contenant des informations intéressantes. Généralement, c'est les informations de log. Je clique sur la requête. Bon, là, j'ai carrément la requête qui a été faite par quelqu'un, etc. Et là, si je lance moi-même la requête par la suite, j'aurai le résultat. Bon, je vous laisse le soin de lancer vos requêtes par vous-même par la suite. Mais là, vous pouvez directement le faire à votre niveau et prendre une requête à titre d'exemple. Attendez. D'accord. Donc, ça lance les requêtes sur les serveurs Google, c'est ça? Regardez. On va le faire tout de suite. Pardon. C'est quand j'en ai. Voilà. Je prends ma requête. Et là, j'ai directement toutes les pages de login. Vous remarquez les résultats si je rentre dans n'importe quelle page. Bon, c'est une requête assez simple que je viens de lancer. J'ai accès directement à la page de login des différents serveurs. D'accord? Ok. Alors, je vous en prie. Alors, quand on veut faire du footprinting de voie IP, là, je vous ai donné quelques exemples de commandes Google avec ce que permet de faire chaque commande. Si je veux le faire par rapport à des VPN, vous avez d'autres types de commandes. Par exemple, si je fais file type PCF, VPN or group. Là, ça me permet de pouvoir trouver tous les VPN.pcf utilisés par des clients VPN et qui sont accessibles de manière publique, à titre d'exemple. Désolé, mais je m'arrange toujours pour perdre ma souris entre les 3 écrans. Alors, voilà. Alors, il y a maintenant d'autres techniques de footprinting qui utilisent des moteurs de recherche.
Par exemple, on peut collecter des informations en utilisant la recherche avancée de Google, en faisant une recherche avancée d'images. Vous savez que vous pouvez faire une recherche d'images sur Google directement. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le même principe de recherche avancée pour faire une recherche inversée d'images. Ça veut dire quoi? Vous avez une image et vous essayez de retrouver l'origine de cette image. Vous avez aussi la possibilité de faire d'utiliser des moteurs de recherche vidéo. Vous pouvez faire une recherche sur des métamoteurs de recherche. Vous pouvez faire une recherche sur des FTP. Vous pouvez faire une recherche IoT. Donc, à la recherche de ce qu'on appelle des objets connectés. Oui? Qu'est-ce que les métamoteurs de recherche? Alors, qu'est-ce qu'une métadonnée? Est-ce que vous avez déjà une idée sur c'est quoi une métadonnée? C'est une donnée qui définit une donnée. Voilà. C'est un métamoteur de recherche, donc Ça définit les autres moteurs de recherche. non. Généralement, les métamoteurs de recherche, c'est des moteurs qui font des recherches directement sur les métadonnées. D'accord. Voilà. Alors, je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Bon, sinon, on le fera en TP directement pour gagner du temps. Alors, il y a aussi, quand on parle de footprinting, on essaie de retrouver ce qu'on appelle les domaines de premier niveau, les TLD, et les sous-domaines d'une entreprise. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher des URL externes de l'entreprise cible dans un moteur de recherche. Par exemple, on peut utiliser Google ou Bing pour trouver le site web d'une entreprise. Une fois qu'on a trouvé le site web, par exemple, je cherche l'URL de l'UST. Imaginons que vous ne connaissez pas le lien pour aller vers l'USTHP. Vous allez sur Google, vous tapez USTHP, vous allez avoir www.usthp.dz. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que dans l'USTHP, il y a des sous-domaines? Donc là, on est intéressé de connaître les sous-domaines. Pourquoi est-ce qu'on veut connaître les sous-domaines? Parce que ceci nous permettra de connaître l'organisation interne. Imaginons que, bon, c'est le cas à l'USTHP, vous avez par exemple un sous-domaine FEI pour faculté d'électronique et informatique. Vous allez avoir un sous-domaine GAT pour géologie, un sous-domaine maths pour la faculté de maths. Donc, le fait d'avoir autant de sous-domaines permet à l'attaquant de deviner le nombre de départements et d'unités commerciales d'une entreprise. Généralement, pour trouver les sous-domaines, on peut utiliser des services qui sont sur Internet, par exemple le service de Netcraft. Donc, c'est un service qui vous permet d'énumérer les sous-domaines d'un domaine. Ou bien, tout simplement, vous pouvez utiliser un script Python à votre niveau. Par exemple, le Sublister, c'est un script Python que vous pouvez télécharger, l'installer sur votre machine Kali et l'utiliser à chaque fois pour énumérer les sous-domaines d'un domaine, si vous ne voulez pas passer par un service hébergé chez quelqu'un d'autre. Maintenant, ce qui est intéressant aussi pour un attaquant, c'est de retrouver la localisation géographique d'une cible. Donc, il faut savoir que pour cela, vous pouvez utiliser Google Earth, Google Maps, Wikimapia pour obtenir l'emplacement physique de la cible. Pourquoi est-ce qu'on cherche l'emplacement physique d'une cible? Vous êtes qui dit un pirate informatique, c'est tout simplement une personne qui va faire une attaque informatique. Mais généralement, pour réussir une attaque, des fois, on doit se déplacer vers la cible. Pourquoi est-ce qu'on se déplace vers la cible? Soit pour faire du social engineering, soit pour utiliser des attaques non techniques. À titre d'exemple, certains types d'attaques, par exemple, on peut parler de personnes qui vont aller fouiller, vous allez trouver des attaquants qui vont fouiller la poubelle d'une entreprise. À votre avis, pourquoi un attaquant va aller fouiller dans les poubelles? J'attends des réponses. Trouver des documents. Voilà, tout à fait. C'est à la recherche de documents. Souvent, les entreprises négligent cet aspect des choses. Certaines vont déchiqueter les documents. Donc, c'est pour ça que dans certains films, vous trouvez des gens en train de coller les documents déchiquetés. Certaines ne vont même pas prendre la peine de déchiqueter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver dans des documents? Je peux trouver des noms d'employés, des numéros de téléphone. Si vous avez de la chance, des numéros de compte bancaire. Vous allez trouver la liste de clients. Des fois, vous trouvez des informations beaucoup plus importantes. C'est pour ça que, généralement, l'attaquant
va essayer d'utiliser ces outils pour localiser déjà les emplacements de la cible. Elle peut avoir un emplacement, deux, trois. Et là, ça lui permettra aussi de localiser les entrées, les caméras de sécurité, les portes, des endroits où il pourra se cacher pour surveiller, etc. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Alors, pour les réseaux sociaux que vous connaissez tous, normalement, vous connaissez tous Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn. Ah, au fait, pour tout ce qui est veille de sécurité, l'un des outils les plus utiles en matière de veille de sécurité, c'est Twitter. Il faut savoir que toute la communauté spécialisée en sécurité utilise Twitter. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas LinkedIn, c'est généralement Twitter. Donc, si vous arrivez à trouver les bons comptes à suivre, vous allez pouvoir avoir les bonnes informations de sécurité. Bon, je vais vous donner 2 comptes que vous allez éventuellement pouvoir suivre sur Twitter. Alors, sur Twitter, vous connaissez le principe. C'est le principe de follower. Donc, je vais vous donner 2 comptes que vous pouvez follower déjà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas suivre uniquement ces 2 comptes, mais essayer de suivre aussi les gens que ces comptes suivent. Parce que donc, pour chaque compte Twitter, vous pouvez suivre les personnes que cette personne est en train de suivre. Laissez-moi le temps de copier. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vous ai noté quelque chose. Voilà. Alors, vous avez ce compte déjà. Et vous pouvez suivre celui-là aussi. Donc, ces 2 comptes, vous pouvez les suivre. Ça vous permettra de faire une veille en matière de sécurité déjà. Si ce n'est pas suffisant, essayez de suivre les comptes qui sont suivis par ces personnes aussi. Alors, maintenant, il y a des services en ligne qu'on utilise pour le suivi des réseaux sociaux. Vous avez Intelius, PP, Been Verified, White Pages, PQ. Donc, tout ça, c'est des services en ligne que vous pouvez éventuellement exploiter aussi. Maintenant, c'est quoi un réseau social? Alors, pour vous, c'est quoi un réseau social? Hamadash, c'est quoi un réseau social? Mademoiselle Hamadash, toujours là? Alors, Meliani, vous êtes là? Mademoiselle Meliani. Oui, monsieur. Alors, c'est quoi un réseau social? C'est un espace où les gens peuvent communiquer, envoyer des trucs, publier des articles, des publications. D'accord. Pourquoi ça peut être utile pour un attaquant? Parce qu'il contient des informations personnelles. Et vous allez en faire quoi? Je sais pas. Alors, généralement, dites-vous une chose importante. Un attaquant doit bien connaître sa cible. Plus vous avez des informations sur votre cible, plus vous allez réussir votre attaque. Toute information concernant la cible est utile. À titre d'exemple, beaucoup de personnes, quand elles mettent des mots de passe, c'est leur date de naissance, le nom de leurs épouses, de leurs enfants, le nom de son mari, le nom de son chien. Les gens ne sont pas habitués à la sécurité. Donc, ils s'en matriculent, par exemple, si c'est un étudiant. Beaucoup de personnes utilisent des informations aussi rudimentaires pour un mot de passe. Les plus avertis vont utiliser une combinaison de ces informations. Donc, vous, en tant qu'attaquant, si vous arrivez à récolter ces informations concernant un utilisateur, ça vous facilitera, par exemple, le fait de retrouver les mots de passe de cette personne. Ça, ce n'est qu'un petit exemple sur ce que vous pouvez faire à partir des réseaux sociaux. Maintenant, si on va étudier de plus près ces réseaux sociaux. Alors, que fait l'utilisateur sur un réseau social? L'utilisateur va maintenir son profil. Maintenir son profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place les informations de son profil qu'il va essayer de mettre à jour
en permanence. Maintenant, ces informations, qu'est-ce qu'il va mettre? Il y aura la photo de la cible, il y aura son numéro de téléphone, éventuellement, son adresse mail, sa date de naissance, son emplacement, les détails professionnels de la personne, les informations personnelles les plus récentes. Pourquoi? S'il va le mettre à jour. Surtout les gens qui tweetent tout. Je suis au supermarché, je suis parti prendre un café, j'ai mangé ceci, j'ai fait cela. Allez sur Instagram, vous allez être choqués parce que les gens peuvent publier comme détails sur leur vie privée. Vous allez avoir des informations sur leurs amis et leur famille, surtout les gens qui ne gardent pas la liste de leurs contacts confidentiels. Vous allez remarquer que certaines personnes, quand vous partez, allez voir vos contacts sur Facebook par exemple. Quand vous allez voir leur liste d'amis, certaines l'ont rendu confidentielle, donc vous ne pouvez pas la voir. Pour d'autres, vous pouvez bien les voir. Et certaines vont plus loin en mettant les liens qui les relient. Frère, sœur, père, mère. Et là, vous avez toute l'arborescence familiale de la personne. Vous allez avoir des informations sur les événements qui vont venir. Vous pouvez même avoir des informations relatives à la technologie qu'ils utilisent. Maintenant, en tant qu'attaquant, il va faire quoi l'attaquant? Il va tout simplement venir, prendre les données personnelles de la cible pour faire de l'ingénierie sociale. Il va prendre les informations relatives à la plateforme et à la technologie qu'il utilise. Il va prendre aussi tous les détails professionnels. Donc, toutes les informations sont là gratuites. Le pirate va venir les récolter et les utiliser comme à bonne escient. Maintenant, bon, là, c'est tout simplement un résumé de ce qu'on vient de dire. Donc, les réseaux sociaux, vous avez WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Ce que l'attaquant peut faire, identifier l'événement à venir. Bon, je ne vais pas répéter. Amusez-vous à le relire par la suite. Alors, un attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Il peut récolter ce qu'on appelle des listes de diffusion. Et une liste de diffusion, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, il va essayer de récolter des adresses mail liées à une organisation donnée. Pourquoi il va récolter des adresses mail? Parce que moi, en tant qu'attaquant, si j'ai les mails de toutes les personnes, je peux m'amuser par la suite à leur envoyer des mails, soit pour récolter des informations de ces gens, soit pour saturer leur boîte mail, soit pour faire autre chose. Ça, on verra par la suite. Et pour ça, on peut utiliser plusieurs outils automatisés. On peut utiliser The Harvester, on peut utiliser MailSpider pour pouvoir collecter toutes les adresses mail publiques de l'organisation. Ce qui va m'aider à effectuer soit des attaques de brute force, qui dit brute force, ça veut dire essayer de forcer l'accès à cette boîte mail. Alors, imaginez, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez comme information? Vous avez toutes les informations personnelles de la personne, donc son nom, prénom, date de naissance, informations relatives à sa famille, les lieux qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, vous imaginez que vous connaissez très bien maintenant cette personne grâce à tout ce qu'elle a publié. Vous avez son adresse mail. Grâce à ces informations que vous connaissez, vous pouvez essayer de deviner son mot de passe. C'est ce qu'on appelle attaque par brute force. Essayez de brute forcer le mot de passe. Ou bien, vous pouvez faire de l'ingénierie sociale. Et je ne vous dirai pas c'est quoi l'ingénierie sociale parce que vous ne m'avez pas posé la question tout à l'heure. Maintenant, on peut aussi faire de la récolte d'informations à partir de sites financiers. Qui dit site financier, c'est quoi? Alors, il faut savoir que généralement, on cherche à avoir de l'information concernant la santé financière d'une entreprise. Qui dit la santé financière d'une entreprise veut dire connaître son chiffre d'affaires, connaître quelles sont les entreprises concurrentes, et faire entrer combien d'argent par mois, etc. Donc, pour cela, on peut utiliser soit Google Finance, Microsoft Network Money, ou bien Yahoo Finance. Donc là, ces sites fourniront de l'information gratuite concernant la cible et on pourra l'utiliser soit pour faire des dénis de service, brute force, attaque par phishing ou n'importe quel autre type d'attaque par la suite. Vous constatez que jusqu'à maintenant, on n'a pas interagi directement avec la cible. Donc tout ça, on est en train de le faire en essayant tout simplement de récolter des informations à partir de sites connexes ou utilisés éventuellement par notre cible. Monsieur, Oui. attaque par phishing. Que veut dire ça? Alors, le phishing, c'est quoi? C'est tout simplement une attaque
qui a pour objectif de berner la victime. Donc, imaginez que vous utilisez un site web d'une banque. Donc, l'attaquant va créer une copie conforme du site web de la banque et il va s'arranger pour qu'au lieu de vous connecter au site réel de la banque, vous allez vous connecter au faux site. Ça lui permettra de vous récupérer votre username et password. C'est ça la notion de phishing, ce qu'on appelle l'hameçonnage. C'est créer une copie d'un site et faire en sorte que la personne, parce que quand vous allez voir un site identique, vous n'allez pas vous méfier. Pour vous, c'est le même site. Or, réellement, c'est un site qui a été créé par l'attaquant pour récupérer vos données d'identification. D'accord? D'accord. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut considérer les phishing comme spoofing? Parce que les spoofing aussi consistent à tromper les victimes. Le spoofing, c'est pas exactement la même chose que le phishing. Il faut savoir que le spoofing, c'est quoi? Vous parlez de quel spoofing? DNS spoofing ou bien IP spoofing, par exemple? Dans le cas général, je veux dire. Dans le cas général, le spoofing, c'est quoi? C'est voler l'adresse IP de quelqu'un d'autre pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Or, généralement, pour faire du phishing, on doit faire du spoofing. Oui, S'il vous oui. plaît, le spoofing, c'est la couche de base. Le phishing, c'est la couche qui vient au-dessus pour compléter l'attaque. C'est deux attaques complémentaires quand il s'agit de DNS, par exemple, spoofing. Vous êtes obligé de faire du phishing par la suite. Par contre, si vous faites du IP spoofing, là, vous n'êtes pas obligé de faire du phishing parce que ça peut être tout simplement un échange de mails ou autre que vous allez intercepter. D'accord? D'accord. Alors, on peut aussi faire du footprinting via les sites de recrutement. Alors, à votre avis, comment est-ce que je peux faire récolter de l'information à partir d'un site de recrutement? Ou bien d'une annonce de recrutement? Plus de détails. Vous me parlez de CV Azos. Donnez-moi plus de détails. Qu'est-ce que vous entendez par le CV? CV d'une personne qui tient généralement ces infos. Oui, mais le CV, il n'est pas public C'est sur le que, site. monsieur, Mais attendez. Le CV, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le CV n'a pas pour objectif d'être public. Moi, quand j'attaque pas une personne physique. Moi, j'essaie d'attaquer une entreprise. Et comment je vais faire le lien entre le CV et l'entreprise? Je ne vois pas un peu le lien. Expliquez-moi. Parce que c'est un site de recrutement. Soit j'ai des gens qui cherchent du travail, donc ils ont publié des CV, soit des entreprises qui veulent recruter, ils vont publier des annonces de recrutement. Azos, vous me parlez de postes. Donnez plus de détails, vous êtes sur la bonne voie. Jihan aussi. Alors, l'une de vous prend la parole, s'il vous plaît. Monsieur, c'est que pour le poste, quand l'entreprise offre un poste, et donc ils donnent les détails de ce qu'ils veulent exactement, D'accord. genre, qu'est-ce qu'ils attendent de la personne. Donc on a plus d'informations sur ce qu'il y a et tout. Ok. Effectivement. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller vers des sites professionnels tels que Dish, Heard, Simply Heard, LinkedIn, etc. Ça nous permet tout simplement de connaître les technologies et les systèmes de l'entreprise. Imaginez, vous avez une entreprise qu'on va appeler l'entreprise Watch, par exemple. L'entreprise Watch a publié une information dans un article dans lequel elle dit, voilà, nous cherchons une annonce de recrutement. Nous sommes en train de chercher un ingénieur en informatique, maîtrisant les bases de données, et qui s'y connaît, on a certifié Oracle Database 13. Automatiquement, on va déduire que tout simplement, cette entreprise possède des bases de données Oracle version 13. Tout simplement parce qu'une entreprise ne va pas recruter un ingénieur Oracle 13 si elle ne possède pas cette base de données. Ou bien vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, voilà, nous cherchons à recruter un ingénieur spécialisé en VoIP Cisco. Là, automatiquement, on saura qu'ils ont déployé ou qu'ils vont déployer de la voie IP à leur niveau et ça va être de la voie IP Cisco, non pas Huawei ou autre. Donc, voilà comment les annonces de recrutement nous permettent
tout simplement de connaître exactement les technologies utilisées par les entreprises. Et c'est une information qui est assez importante pour les attaquants. Alors, on peut aussi faire du footprinting à travers ce qu'on appelle le deep et le dark web. Alors, on va commencer par voir un peu c'est quoi la notion de deep web. Alors, il faut savoir que le deep web, c'est quoi? C'est tout simplement des pages web et du contenu qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Il faut savoir que si vous créez un site web, vous avez le choix soit de l'indexer sur Google, de faire en sorte qu'il soit indexé. Ça veut dire si on tape une information sur Google, le Google indique votre site web, soit vous ne l'indexez pas. Si vous ne l'indexez pas, ça veut dire vous tapez sur Google, le site web n'apparaîtra pas, tout simplement parce qu'il n'est pas indexé. Et là, généralement, ces pages web ou ces sites web qui sont masqués, donc non indexés, ne peuvent pas être localisés avec votre navigateur ordinaire. Par exemple, si vous ouvrez Firefox, vous essayez d'y accéder, vous n'allez pas pouvoir le faire, sauf si vous connaissez leur adresse exacte ou leur adresse IP exacte. Ou bien, vous pouvez utiliser des moteurs de recherche spécialisés comme Tor Browser ou bien le www Virtual Library. Là, c'est des outils qui vont vous permettre d'accéder vers le Deep Web. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Dark Web ou bien le Darknet. Alors là, c'est un sous-ensemble du Deep Web qui permet aux gens de naviguer, disons, de manière anonyme sans pouvoir être retracés. Donc là aussi, ils sont accessibles via le Tor Browser, via Freenet, GNUnet, I2P ou bien RetroShare. Donc là aussi, c'est des outils qui vont vous permettre d'accéder vers le Dark Web. Il faut savoir que les attaquants généralement vont utiliser les outils de recherche Dark et Deep Web tout simplement pour pouvoir recueillir des informations confidentielles sur la cible, y compris par exemple des détails de cartes de crédit, des informations sur des passeports, des détails sur des cartes d'identité, des dossiers médicaux, voire même les comptes des médias sociaux. Donc là, sur le Dark Web, généralement, on retrouve beaucoup de choses qui sont illégales. Même voire, on peut faire des transactions qui sont interdites par la loi et on retrouve beaucoup d'informations qui a été récupérée par des hackers avant vous et qui est mise à votre disposition soit à titre gratuit, soit à titre payant. Donc tout dépend maintenant de l'importance de votre cible. Beaucoup de personnes sont prêtes à payer pour avoir ces informations. Donc vous pouvez payer si l'information en vaut la peine, comme vous pouvez ne pas récupérer de l'information gratuite ou autre. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Et Tor Browser, ces navigateurs sont des navigateurs gratuits, on peut les utiliser. Alors, tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant est gratuit. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pour le moteur de recherche DuckDuckGo, ça concerne le Deep Web ou bien... J'ai pas entendu. Répétez, s'il vous plaît. Pour le moteur de recherche DuckDuckGo, dont on a déjà parlé. Ça concerne... Quel moteur de recherche? Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. DuckDuckGo. Oui. Est-ce que ça concerne Deep Web ou bien le Dark Web? Non. Il ne concerne pas le Dark Web. Vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux, il n'y a pas de souci pour ça. Ah, d'accord. Essayez de taper www.duck. Et vous allez voir que c'est un moteur de recherche accessible que vous pouvez utiliser le plus normalement du monde. DuckGo. Et là, vous avez accès au moteur de recherche. Sauf que lui, il vous dit, vous n'allez pas être traqué. Donc, il faut savoir généralement que tous les sites web, maintenant, utilisent ce qu'on appelle des trackers. Donc, pourquoi est-ce qu'ils utilisent des trackers? Ça, c'est une petite parenthèse qu'on fait pour essayer de récupérer votre profil. Pourquoi récupérer votre profil? À des fins lucratives et commerciales. Dites-vous, à chaque fois que vous faites quelque chose sur Internet, il y a des centaines de spiders, de trackers qui récupèrent vos informations pour pouvoir les revendre. Prenez un exemple très simple. Ouvrez votre une page Facebook en vous authentifiant. Ensuite, fermez-la. Allez vers Webknis ou vers n'importe quel site. Faites une recherche par exemple sur une voiture, sur n'importe quoi. Dès que vous réouvrez votre compte Facebook, vous allez avoir plein de publicités sur l'élément que vous avez choisi.
que vous avez cherché. Vous ouvrez par exemple n'importe quel autre site, etc. Donc, il y a plein de trackers qui récupèrent vos informations pour connaître votre activité, pour vous proposer des choses qui correspondent à vos dernières recherches, à votre profil, etc. DuckDuckGo, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de vous protéger contre ces trackers en essayant de bloquer l'information qui vous concerne quand vous passez par lui. C'est une chose qui est faite aussi par Firefox si vous activez les modules de protection de la vie privée, de confidentialité, etc. Mais seulement, il faut savoir une chose. Quand vous faites ce qu'on appelle le blocage des trackers, les options Keep Privacy, etc., il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont offertes actuellement par beaucoup de services sur Internet auxquels vous n'aurez plus accès. Pourquoi? Parce que ces services conditionnent leur fourniture de services par la récupération de certaines informations qui vous concernent. Alors, qu'est-ce qu'on était en train de dire avant qu'il y ait la question? Moi, je ne me rappelle plus. Bref. Donc, on continue. Donc, maintenant, en tant qu'attaquant, vous avez recueilli toutes ces informations. Ce qui vous intéresse, c'est de connaître l'OS de votre cible. Donc, il y a un moteur de recherche que vous pouvez utiliser qui s'appelle Shodan. En fait, pendant que je parle, vous pouvez ouvrir un navigateur sur votre fenêtre et essayer et tester tout ce que je vous dis. Ça vous permettra déjà de vous, familiariser avec ces environnements. Donc, le moteur de recherche Shodan, qu'est-ce qu'il permet? Alors, il faut savoir que c'est un moteur de recherche spécifique à la sécurité et à tout ce qui est IoT. Donc, il permet tout simplement, si vous utilisez les bons filtres et les bonnes commandes, de retrouver la version de l'OS de n'importe quel site web que vous allez trouver sur Internet et il va vous donner les ports ouverts, tout ce qui est utilisé sur ce site web. Vous avez un deuxième moteur de recherche qui s'appelle Censys, qui lui va fournir une vue un peu plus complète sur le serveur et l'équipement exposé à Internet, voire carrément il va vous donner son emplacement sur Google Maps, etc. Là, je vous ai mis deux captures d'écran pour deux sites pour lesquels qu'on a utilisé pour Censys et Shodan. Là, c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut même faire du footprinting pour tout ce qui est VoIP et VPN en utilisant Shodan. Par exemple, je cherche une information concernant un VPN en particulier. Bon, là l'information, elle est masquée sur Shodan. Je ne vous ai pas donné le nom du VPN. Mais là, vous allez avoir l'adresse IP du VPN, les points d'entrée, les points de sortie, etc. avec les pays qui sont en train de l'utiliser actuellement, les proxys, etc. Tout ça pour vous dire, pourquoi est-ce que j'insiste sur l'aspect lié au VPN? Parce que... vous êtes là? Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur l'aspect lié au VPN? Parce qu'il y a un mythe auquel généralement tout le monde y croit très fort, c'est que les VPN vous offrent un anonymat total. Or, c'est loin d'être le cas. Malgré le fait que vous passez par un VPN, beaucoup de vos informations peuvent fuiter de ce VPN. Un VPN n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Durant les opérations de BAC, etc., beaucoup de personnes en Algérie passaient par un VPN, soi-disant pour pouvoir accéder à des sites. Effectivement, il vous permet d'accéder à des sites qui sont blacklistés, mais ce n'est pas pour autant que vous allez pouvoir contourner tous les contrôles de sécurité et faire des actions qui seront invisibles à quelqu'un qui est en train de vous surveiller. Pour être vraiment invisible sur Internet, il faut des investissements beaucoup plus lourds et une maîtrise beaucoup plus importante que la simple utilisation d'un VPN. Vous avez des questions jusqu'à maintenant? Monsieur, Oui. ces moteurs de recherche qui sont, on va dire, légaux, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont susceptibles d'être utilisées pour des attaques. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont... Alors, d'abord, ils sont légaux. Pourquoi? Parce que ces informations ne sont pas utilisées uniquement pour faire des attaques. Ces informations sont utilisées pour faire des attaques, pour faire de la sécurité aussi, pour faire de l'audit, pour faire des statistiques. Dites-vous que ce type d'informations, vous pouvez les avoir sans même passer par ces moteurs de recherche. Je vous donne un exemple. Vous avez vu par exemple Shodan là, il vous donne, si je reviens une diapo en arrière, c'est plus simple. Par exemple, si j'utilise Censys, vous remarquez qu'il me donne le port 80 est ouvert, le port 22 est ouvert. Vous voyez la capture d'écran à ce niveau-là? Oui. D'accord.
Cette information, je peux l'avoir sans passer par Censys. Il suffit que j'utilise par exemple du Nmap. Bien n'importe quel outil installé sur ma machine Kali, je peux avoir ces informations, mais c'est un peu plus complexe. Là, à travers le cours d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir des outils en ligne qui nous offrent cette possibilité. Donc, c'est des outils qui sont là pour simplifier certaines choses qu'on peut faire indépendamment de ces outils. D'accord? D'accord. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on est en train de voir, rien n'est illégal. Je pense que c'est à partir du 3e cours qu'on commencera à faire des choses illégaux, pour lesquelles vous risquez d'aller en prison. Alors, là, on va essayer de voir, vous vous rappelez tout à l'heure quand on a vu le diagramme, on avait parlé de quelque chose qui s'appelle l'intelligence compétitive, ou bien ce qu'on appelle la collecte de veille concurrentielle, ou bien en anglais, Competitive Intelligence Gathering. Donc, c'est tout simplement la récolte d'informations de veille, ou bien de renseignements sur tous ceux qui vous sont considérés comme des concurrents, ou bien des compétiteurs. Alors, c'est tout simplement un processus qui permet d'identifier, de collecter, d'analyser, de vérifier et d'utiliser des informations relatives à vos concurrents, à partir de ressources telles qu'Internet. Il faut savoir, généralement, quand on parle de veille concurrentielle, c'est un processus qui ne doit pas être interférent, donc ça veut dire qu'il ne doit pas être via une interaction directe avec votre cible, et il doit être subtil. Subtil, pourquoi? Il doit passer inaperçu. Il ne faut pas que votre adversaire se rende compte que vous le faites. Maintenant, pour faire de la veille concurrentielle, nous avons plusieurs sources. Il y a les sites web de l'entreprise qu'on veut cibler. Il y a les annonces de recrutement, comme on l'a vu tout à l'heure, les moteurs de recherche, les bases de données, les articles de presse, les rapports annuels, les journaux financiers, les conférences qu'ils font, les brevets, l'ingénierie sociale de leurs employés, que je ne vous expliquerai pas, ça vous apprendra à ne pas poser de questions, les distributeurs, leurs fournisseurs, et des entretiens qu'on pourra faire avec leurs clients ou bien leurs fournisseurs. Maintenant, quand on parle de veille concurrentielle, alors, d'abord, on va se poser 3 types de questions. La première question, c'est comme on vous dit, when did this company begin and how did it develop? Là, on a pris un exemple. Pour avoir ce type d'informations, vous avez 4 sites de référence à travers le monde qui vous fourniront ces informations pour la majorité des entreprises. Vous avez security.gov.edgar.html. Il faut savoir que Edgar est un outil qui a été mis en place par le FBI. Vous avez D&B Hoovers, LexisNexis et BusinessWire. La deuxième question qu'on va se poser quand on veut faire de la veille concurrentielle, c'est what are the company's plans? Là, c'est facile. Vous avez aussi 4 sites, Alexa, Euromonitor, Wall Street Transcript et MarketWatch. Bon, certains de ces sites sont payants, que les choses soient claires. N'oubliez pas une chose, l'information a un prix. L'information n'est pas gratuite. La dernière question, que pensent les en français ou en anglais, je m'en fous. Quel est l'avis des experts concernant cette compagnie? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est une compagnie qui va réussir, qu'elle est sur la bonne voie, elle va échouer, etc. Là, vous avez aussi d'autres sites qui fournissent l'information. SimilarWeb, Inform Global, Attention Metal, and Semrush. Donc là, ça vous permet d'avoir une idée sur une entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce qu'elle se développe, quels sont ses plans futurs et que pensent les experts de la voie suivie par cette entreprise. Est-ce qu'elle va échouer? Donc, c'est les pronostics concernant une entreprise. Maintenant, toujours de la même manière, il y a d'autres manières pour faire du footprinting via des services web. On peut faire appel à des sites de profilage d'entreprise, par exemple Crunchbase ou bien Open Corporate. On peut faire aussi du monitoring en utilisant des alertes. Là, vous avez ce qu'on appelle le Twitter Alert et le Google Alert. Par exemple, je programme des alertes à chaque fois qu'il y a une nouveauté concernant l'entreprise Antarctica. Dès qu'il se passe quelque chose, j'ai une alerte Google qui va s'afficher avec des liens sur les articles.
je peux faire ce qu'on appelle le suivi de la réputation en ligne de la cible. Alors, pour suivre la réputation, alors, qui peut me dire c'est quoi la réputation en ligne? Monsieur, Oui? peut-être si elle a, par exemple, si elle a déjà été piratée, par exemple. Non. C'est l'image des perçue par les utilisateurs pour une certaine entreprise, marque ou un site web. Les D'accord. commentaires sur cette campagne, est-ce qu'elles sont positives ou négatives ces derniers temps? D'accord. Quoi d'autre? Plus de détails? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Alors, c'est quoi? Alors, je vous pose la question. Vous savez, l'un des avantages de faire des cours en ligne, c'est que vous avez la possibilité de faire une recherche sur Internet en parallèle, hein. Vous êtes conscient? Alors, c'est quoi la e-réputation? Quand on parle de e-réputation, ça veut dire quoi? Monsieur, Monsieur, Oui. Oui, oui, je vous écoute. monsieur, c'est pas quand on tape le nom de l'entreprise sur Google, on trouve, genre, par exemple, le nombre d'étoiles qu'elle a et les commentaires qui sont négatifs, positifs par rapport à cette entreprise. Comme ça, on peut avoir c'est par cela qu'on peut avoir une idée sur l'entreprise, si elle a une bonne image ou une mauvaise. Il y a ça, oui. Vous savez, quand on parle de e-réputation, on parle aussi de e-réputation d'une personne, hein. c'est avoir l'avis du public sur cette entreprise. D'accord. Quoi d'autre? Savoir l'image véhiculée, par exemple, l'image Là, vous vous vis-à-vis. rapprochez. Pardon? Là, vous vous rapprochez. Ah ouais, c'est-à-dire l'image qui est observée par le public, si je peux dire comme ça. D'accord. On parle de votre visibilité aussi. Oui, oui. On parle de la visibilité de la personne. C'est en quelque sorte l'identité, son identité en ligne que les autres internautes s'en font. Perception. Oui. Quoi d'autre? Peut-être aussi la valeur aperçue. La valeur, oui. Niveau de fiabilité aussi. Quand on parle de niveau de fiabilité, ça veut dire est-ce que cette personne a été déjà euh, mouillée par un scandale? Est-ce que cette personne a déjà... Pardon une seconde. Est-ce que cette personne a déjà fait l'objet d'un scandale? Est-ce que cette personne, on peut avoir confiance en elle ou non? Donc tout ça, c'est des paramètres qui permettent de juger de la fiabilité de quelqu'un. Alors, en dehors de ça, vous avez aussi ce qu'on appelle les groupes, les forums et les blogs qui vont vous permettre aussi de récolter de l'information. Et on peut aussi récolter de l'information en utilisant le NNTP, Usenet ou bien les newsgroups. Alors, NNTP, c'est un protocole, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, le protocole NNTP, c'est un protocole qui s'appelle tout simplement Newsgroup. Pardon. C'est Network News Transfer Protocol pour NNTP.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant, avant de passer à la suite? Non? Ok. Alors, la collecte d'informations via l'ingénierie sociale. Entre-temps, est-ce que vous avez eu le temps de chercher c'est quoi l'ingénierie sociale ou non? Est-ce que quelqu'un a au moins une idée sur c'est quoi l'ingénierie sociale? Oui, C'est quoi? c'est en quelque sorte manipuler une victime en utilisant ses informations personnelles ou des informations D'accord. plus ou moins crédibles pour divulguer ces informations, plus d'informations en ce qui le concerne. Parfait. C'est une manipulation La psychologique. manipulation psychologique. D'accord. Une question très simple. Quel est le point faible de tout système informatique? L'utilisateur. L'utilisateur. Voilà. On vous dit le maillon faible de la sécurité. Il y a une citation que j'aime bien. On vous dit le maillon faible de tout système, tout système informatique, c'est l'interface chaise-clavier. Est-ce que vous connaissez cette interface? Oui, c'est l'interaction humaine. Voilà. L'interface chaise-clavier, ce n'est rien d'autre que l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a entre la chaise et le clavier? C'est vous. C'est pour ça qu'on vous dit, le maillon faible de tout système informatique, c'est l'interface chaise-clavier qui est autre que l'être humain. Donc, l'ingénierie sociale, c'est la science qui vise à récupérer le maximum d'informations à partir de l'être humain. Donc, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs techniques. On va avoir par la suite un chapitre sur le social engineering, durant lequel on va essayer d'analyser et d'étudier quelques techniques d'ingénierie sociale pour apprendre à manipuler les autres. Alors, donc, quand on veut collecter de l'information, donc là, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'utiliser certaines astuces pour collecter des informations sensibles sur le site web ou bien sur un réseau social à partir d'une victime. Donc là, l'attaquant devra créer un faux profil, utiliser de fausses identités pour essayer de leurrer les employés afin qu'ils lui révèlent des secrets concernant leur entreprise. Donc l'attaquant va collecter ces informations d'abord sur les intérêts des employés pour les inciter à révéler plus d'informations. Rappelez-vous ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dites-vous que toutes les diapos qu'on a vues, c'est un processus d'enchaînement. Donc vous ne pouvez pas faire de l'ingénierie sociale avant d'avoir fait tout ce qui précède. Parce qu'avant, on avait dit, on va rentrer dans leur Facebook, on va voir dans les réseaux sociaux. Donc déjà, vous connaissez pas mal d'informations sur quelqu'un. Imaginez le schéma suivant. On va prendre qui? Monsieur Zafon, vous êtes là? Oui, monsieur. Alors, imaginez que plus tard, d'ici 15 ans, vous travaillez dans une multinationale, d'accord? Vous êtes parti à l'étranger, vous êtes, disons, vous êtes à Amsterdam, vous travaillez dans une multinationale dans le domaine informatique, d'accord? 15 ans plus tard, quelqu'un vient vous voir. Omar, Khoya, Ouchak, ça va? Ouchak, Babak, Mazalou, Qadri. Et il va vous parler de beaucoup d'événements qui sont en relation avec votre vie privée. Même si vous ne vous rappelez pas de la personne peut vous faire croire, comme master, il va vous parler d'événements l'Israël. À un moment donné, vous allez finir par être convaincu vous-même que vous connaissez cette personne. Surtout si vous êtes dans un contexte où vous êtes loin de votre pays et que c'est quelqu'un qui vient vous raconter plein de détails qui concernent votre vie avant. Même si vous n'arrivez pas à vous rappeler de la personne, vous allez dire dans telle section, tu as de la section. Mais etc. Donc déjà, c'est un premier pas que la personne va faire pour gagner un minimum de confiance vous concernant. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Zafon? Oui, bien sûr. Donc, voilà par exemple une approche. Mais d'où est-ce que la personne a eu ces informations? Si vous êtes comme 80% des personnes qui publient toute leur vie sur Facebook,
Un attaquant peut passer une semaine à fouiller votre Facebook et à remonter jusqu'à 10 ans en arrière pour trouver tous les détails, n'importe quelle photo, n'importe quel commentaire. Croyez-moi, il lira même les commentaires qui ont été faits par 200 personnes. Pourquoi il va lire ces commentaires? Imaginons que vous avez publié une photo de Babzoua. Ou que vous allez avoir des copains à vous qui vont publier Omar نهار le match, Omar نهار اللي كنا في الأول ودات هذه, etc. Donc, il va lire tout ça. Il aura des anecdotes. Parce que quelqu'un qui va venir vous voir, il va vous dire أنا نعرفك قريت معاك. Bon, ça peut passer, ça peut ne pas passer. Mais quelqu'un qui dit oui, شفت نهار اللي لعبنا tel match ونهار اللي تكسرت, etc. Là, ça va vous mettre plus en confiance parce qu'il va vous parler de choses que vous pensez dans votre tête que vous êtes le seul à connaître. Parce que 10 ans après, vous n'allez pas vous rappeler qu'il y a 10 ans, vous avez publié une photo sur Facebook, Fleol, ou fait que la photo, quelqu'un a commenté quoi, enfin, donc vous n'allez pas vous rappeler de ce commentaire d'il y a 10 ans. Mais l'attaquant, lui, il a tout lu dans le moindre détail. Donc, il a marqué tous ces petits commentaires, tous ces petits événements pour construire un scénario qu'il va utiliser pour venir vers vous et s'approcher de vous. Voilà comment est-ce qu'un attaquant va utiliser l'ingénierie sociale à partir des réseaux sociaux. Est-ce que c'est clair maintenant? Ok, je suppose que oui, vu que personne n'a dit non. Et en ayant ces informations, maintenant, bon, ça c'est une approche. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va faire de l'ingénierie sociale qui va se faire passer pour quelqu'un qui travaille avec vous dans l'entreprise. Et comment il va faire? Il va récolter d'autres informations et il va venir vous dire, par exemple, voilà, d'ailleurs, tu travailles dans tel département, c'est une multinationale, donc il y a des milliers de personnes qui travaillent là-bas. Il va vous dire, ah oui, au fait, vous avez réglé le problème, tu as tel serveur, le problème, etc. Donc pour vous, personne ne peut connaître ce problème à part les gens qui travaillent avec vous. Lui, il aurait pu l'avoir à partir d'un autre employé en faisant de l'ingénierie sociale à un autre. Donc lui, il vous parle du problème pour que vous lui parliez de la solution. En sachant comment vous avez résolu le problème, il saura ce que vous avez installé, ce que vous avez mis comme patch. Et là, ça lui permettra d'avoir plus d'informations pour pouvoir vous attaquer. Alors. Maintenant, les attaquants qui vont faire de la traque des sites pour les médias sociaux vont utiliser des outils. Il faut savoir que quand on fait de la traque sur les réseaux sociaux, on peut le faire soit de manière manuelle, soit être un peu plus professionnel et utiliser des outils dédiés à ça. Alors, parmi les outils qu'on va utiliser, il y a ce qu'on appelle le BuzzSumo, Google Trend, Hashlight, qui vont nous permettre de récupérer directement du contenu partagé en utilisant soit des hashtags, soit des mots-clés, ou bien des trackers. Et là, vous allez avoir le tout qui sera envoyé sur votre, téléchargé sur votre écran, sans avoir à parcourir manuellement vous-même les pages à la recherche d'informations. Donc là, si vous avez déjà un début d'information, vous mettez ces mots-clés qui vont vous permettre tout simplement d'avancer plus rapidement dans votre recherche et de cibler une information qui vous intéresse. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on peut faire comme localisation sur les sites des médias sociaux. Donc, quand on parle de localisation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles publient sur Twitter, voire même Instagram, elles vont ce qu'on appelle géotaguer leurs photos. Géotaguer une photo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ils publient une photo, je peux savoir la photo, elle a été prise où exactement, avec quelles coordonnées, etc. Il y a des gens qui font pire. Même si la photo est géotaguée, ils vont eux-mêmes rajouter un tag sur la photo. Donc là, l'attaquant peut utiliser beaucoup d'outils, par exemple Followers Wonk, Hootsuite, Sysomos ou autres, pour récupérer les informations géotaguées et pouvoir retracer carrément votre itinéraire. Savoir tel jour où est-ce que vous étiez, tel mois où est-ce que vous étiez. Donc ça lui permet d'enrichir la base de connaissances qu'il a concernant les futures victimes. Maintenant, pour le footprinting sur les réseaux sociaux aussi, on a d'autres outils. Nous avons l'outil Sherlock et nous avons Social Searcher. Donc là, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour faire ça. Pour le footprinting sur les sites web aussi, il faut savoir qu'on peut monitorer et analyser un site web de notre cible. Donc là, quand je monitore un site web ou je l'analyse, qu'est-ce que je peux savoir? Quels sont les logiciels utilisés?
Est-ce qu'il utilise WordPress? Est-ce qu'il utilise Joomla? Est-ce qu'il utilise autre chose, Joomla, pardon, ou autre chose? Quels sont les OS qu'il va utiliser? Quels sont les dossiers? Le nom des fichiers, les technologies, le nom de personnes à contacter. Pour cela, vous avez plusieurs outils. Vous pouvez utiliser Burp Suite, Zapoxy ou bien Wapa Analyzer. Donc, aussi, on peut lire le code source HTML d'une page web ou d'un site web. Pourquoi? Pour lire déjà les commentaires de code. Souvent, vous allez trouver dans les commentaires beaucoup de choses très intéressantes. On peut connaître le type de script qu'ils utilisent, la structure des fichiers pour savoir comment est-ce qu'ils programment. On peut examiner les cookies qui sont fournis par le logiciel. Là, on pourra savoir à partir de leurs cookies quels sont les logiciels qu'ils utilisent et comment ils se comportent, voire même quelle est la plateforme de script qu'ils utilisent. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ce footprinting de site web? Soit on utilise des spiders, tels que WebData, Extractor ou bien ParseHub. On peut utiliser des outils de mirroring. L'outil de mirroring, ça veut dire quoi? Il va télécharger le site web, vous créez le site web miroir en local. Ça vous permet de l'analyser sans qu'il se rende compte que vous faites des injections ou autres. Là, vous avez HTTP Track, website, copier, etc. Vous pouvez extraire des informations du site web via archive.org. Alors, il faut savoir que archive.org, c'est quoi? C'est un site web qui vous donne toutes les anciennes versions de n'importe quel site web. Vous lui donnez un URL, il va vous dire, le site web, voilà à quoi il ressemblait il y a 1 an, voilà à quoi il ressemblait il y a 2 ans, etc. Vous pouvez aussi extraire tous les liens contenus dans un site web. Pourquoi est-ce qu'on extrait les liens? Pour connaître quelles sont les liaisons internes et externes du site web. Les liaisons internes me permettront d'identifier des points d'entrée vers le site web. Les liaisons externes me permettront de savoir quelles sont les filiales avec lesquelles ils travaillent, là ils communiquent. Donc là, vous avez des outils tels que Octoparse ou bien Link Extractor. On peut récupérer des word lists. Alors les word lists, généralement, on peut les récupérer pour faire du brute force sur les adresses mail. Donc là, vous pouvez utiliser, je vous donne un seul outil, c'est CEWL. On peut aussi faire du monitoring des mises à jour pour essayer de voir est-ce que le site est mis à jour régulièrement ou bien l'administrateur ne s'intéresse pas du tout à la sécurité. Et donc là, ça me facilitera l'intrusion par la suite. Donc là, j'ai Well Site Watcher, j'ai Visual Ping, etc. On peut chercher aussi des informations de contact ou bien tout simplement monitorer le trafic. Donc pour savoir quel est le trafic via Alexa, Monitis ou bien WebStat. Maintenant, on peut aussi faire un tracking via les mails. Donc, généralement, le tracking de mail, on l'utilise pour surveiller, savoir est-ce qu'un mail est arrivé à destination ou non. Un attaquant, pourquoi est-ce qu'il va faire un tracking? Tout simplement pour essayer de récupérer l'OS, l'adresse IP, la géolocalisation. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'outils. Vous avez Email Tracker Pro, InfoGuy, etc. Là, dans la capture, je vous ai mis l'entête d'un mail. Et là, vous arriverez à voir toutes les informations qu'on peut avoir grâce à l'entête d'un mail. Le système d'authentification, par exemple, eux utilisent du RSA avec du SHA-1. Le nom du serveur mail d'envoi, la date d'envoi, donc l'adresse IP de l'expéditeur. Donc tout ça, c'est des informations qu'on peut récupérer à partir d'un simple mail. Alors, on arrive vers les bases de données WHOIS. Alors, les bases de données WHOIS, c'est quoi? C'est tout simplement des bases de données publiques qui, pour chaque site web, je dis bien pour chaque nom de domaine ou site web, on nous donne l'information relative à ce site web ou à ce nom de domaine. Parmi les informations que vous allez avoir, c'est quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il va expirer et qui s'occupe de ce site web. Alors, on va faire un exemple. Laissez-moi le temps de saisir. Voilà. Si on le fait pour l'Algérie, par exemple, si je mets usthb.bz, voilà. Alors, il vous donne, par exemple, usthb est enregistré, boîte postale 32 l'Alia, donc on a l'adresse. Contact de l'administrateur, bon, ils n'ont pas mis à jour. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est en Algérie. Donc, c'est Boukala Mohamed Sherif. Contact technique, donc qui est l'administrateur technique, c'est Merkaghi Naïma, avec le numéro de téléphone, etc. Le registrar, donc où est-ce qu'ils ont eu leur site web? Auprès de Wissal. Maintenant, si on fait ça à l'international, alors on va changer.
Mais oui. Bon, on prend n'importe lequel. Par exemple, I can look up. On va donner, je sais pas moi, Microsoft.com. Alors, là, par exemple, vous remarquerez que vous avez la date. Bon, il y a d'autres informations plus haut. Bon, je vous les expliquerai dans les prochains cours, dans tout ce qui est statut du domaine, les noms de serveurs de DNS. Donc, ils ont 4 serveurs DNS. Date d'expiration en 2021. Il a été créé en 91. Donc, il faut savoir que les noms de domaine, on ne les achète pas, mais on les loue. Donc, il faut chaque année ou chaque 2 ans renouveler le bail. L'information d'enregistrement, DNSSEC. Donc là, vous avez certaines informations qui sont fournies. Alors, si on parle de noms de domaine, il faut savoir que les noms de domaine sont organisés de manière hiérarchique. Alors, pour les noms de domaine, la gestion se fait par continent. Alors, il y a ce qu'on appelle les registrars au niveau des continents. Ensuite, vous avez les registrars au niveau des 2 pays. Donc, ceux qui gèrent l'extension d'un pays. Donc, au niveau des continents, nous avons les 5 continents que vous connaissez. Nous avons le continent africain. Donc, l'acronyme, c'est AFRINIC, pour Africa Network Information Center. Pour les États-Unis, Canada et les Caraïbes et l'Antarctique, c'est l'ARIN, pour American Registry for Internet Numbers. Pour l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et les pays proches, c'est l'APNIC, pour Asia Pacific Network Information Center. Pour l'Amérique latine et les pays des Caraïbes qui ne sont pas pris par l'ARIN, c'est l'ACNIC, pour Latin American Caribbean Network Information Center. Pour l'Europe, Russie, Moyen-Orient et Asie centrale, nous avons le RIP et le NCC. Alors, c'est pour Réseau IP européen et Network Coordination Center. Donc là, vous avez des outils qui vont vous permettre d'avoir ces informations. Vous avez le NearSoft, le networkmost.com, l'entrict.com, Tialsoft, Droptex, etc., qui vont vous fournir des informations par rapport à un nom de domaine que vous allez leur offrir. Ça, c'est au niveau continental. Maintenant, au niveau de chaque pays, vous allez avoir un registrar national avec d'autres registrables. Mais comme c'est une arborescence, par exemple, si je prends l'Algérie, ça va être le CERIST. Le CERIST qui dépend de AFRINIC. Et pour le CERIST, pour la base de données WHOIS du CERIST, c'est nic.dz, donc nic.dz. Si vous tapez cette URL, vous allez rentrer dans l'interface qu'on avait vue tout à l'heure. Et là, elle vous donnera les informations relatives à tous les sites .dz. Alors, si on veut géolocaliser une adresse IP, donc toujours au niveau des adresses IP, donc la géolocalisation d'une adresse IP me permet à partir d'une adresse IP de connaître le pays, la région, voire même la ville, le code postal, le faisceau horaire, enfin toutes les informations possibles concernant une adresse IP. Donc, généralement, il y a plusieurs outils. Il y a IP Location Finder, IP2Location. Bon, en Algérie, ça ne marche pas très bien parce que le réseau Algérie Télécom, il n'est pas vraiment réellement structuré. Donc, quelle que soit l'adresse que vous allez donner en Algérie, soit Yamikom Fil Julfa, ou là, il va vous envoyer le Boussaada, ou là, quelque part. Donc, ils ne l'ont pas fait par sécurité, ils l'ont fait à cause de leur mauvaise configuration du réseau. Mais techniquement, c'est une bonne chose. Pardon? Techniquement, Techniquement, je n'ai pas entendu. Techniquement, c'est une bonne chose de ne pas pouvoir localiser. Bon, techniquement, ça ne peut pas être considéré comme un bon point pour la sécurité parce que si on rentre dans le détail du problème, c'est une mauvaise configuration qui a été faite et qui impacte beaucoup de choses, notamment la qualité du débit en Algérie. Tout simplement parce que la segmentation de leurs différentes boucles locales est mal faite, la segmentation du réseau contient certaines vulnérabilités. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail pour le moment. Bon, là, quand on parle d'extraction d'informations,
Alors, d'extraction d'informations DNS, il faut savoir que les enregistrements DNS vont fournir beaucoup d'informations. Donc, vous savez tous, c'est quoi un enregistrement DNS, les différents types d'enregistrements DNS, A, DNS, MX. Bon, du moins les GTR, je sais que vous le savez, vous n'avez pas intérêt à dire le contraire, on les a vus l'année passée. Donc là, vous avez plusieurs outils qui vont vous permettre d'extraire toutes les informations sur les serveurs DNS, les zones DNS, notamment Professional Toolset ou bien DNS et Codes. Donc, entre autres, l'information qu'on peut avoir, c'est quoi comme serveur? C'est un serveur de messagerie, est-ce que ceci, est-ce que cela? Il y a une autre notion qui est intéressante, c'est le reverse DNS lookup. Donc, avec le DNS reverse lookup, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire un reverse sur une plage d'adresse afin de localiser les pointeurs DNS. Donc, là, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail de l'attaque. On la verra dans les cours suivants quand on arrivera aux attaques réseau. Mais l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir qu'avec une telle attaque, on peut avoir des informations sur ce qu'il y a à l'intérieur d'un réseau d'entreprise sans pour autant accéder à l'intérieur de ce réseau. Alors, on peut aussi identifier l'étendue d'un réseau. Donc, ça nous permettra de cartographier le réseau d'une entreprise. Pour cela, on peut utiliser une commande traceroute. Alors, il faut savoir que traceroute est basé sur le champ ICMP, il utilise les champs TTL et nous permet de découvrir tous les composants, tous les routeurs ou bien composants actifs qui mènent vers la cible. Je dis bien composants actifs et non pas composants passifs, ça veut dire que c'est les composants qui peuvent répondre à des messages. Bon, à titre d'exemple, ça c'est une commande traceroute qui a été faite et qui a permis à l'attaquant de deviner tous ces outils qui sont mis sur le réseau. Et là, vous remarquez, par exemple, le premier traceroute, le 1.10.10.1, qui indique le premier routeur. Le deuxième, après, il a alors, second, third, etc. Donc, third, c'est le 10, 10, 50, donc c'est un pare-feu, etc. Donc, il faut savoir que quand vous faites un traceroute, il y a certains équipements qui ne vont pas répondre. Donc, quand un équipement ne va pas répondre, ça peut être deux cas de figure. Soit qu'il a été configuré pour ne pas répondre, mais vous allez savoir qu'il ne répond pas parce que vous allez voir des étoiles à la place de la réponse. Donc là, vous devinez que c'est soit un équipement sécurisé qui ne répond pas, soit c'est un pare-feu. Alors, pour l'ingénierie sociale, il y a aussi d'autres techniques qu'on va faire. C'est l'imitation, le dumpster diving, le should surfing, ou bien ce qu'on appelle le eavesdropping. Alors, ces quatre techniques, quand on parle, bon, tout à l'heure, on a expliqué c'est quoi le social engineering. Donc, on passe directement vers le eavesdropping. C'est tout simplement une technique dans laquelle vous allez essayer de collecter des informations en essayant d'espionner les gens. Ça veut dire d'écouter des conversations de manière secrète. Par exemple, vous allez essayer d'écouter les gens quand ils parlent, essayer de voir par-dessus leur épaule, etc. Bon, le phishing, c'est tout simplement le fait d'envoyer un mail vers des personnes ciblées ou bien vers un groupe de personnes en essayant de leur envoyer un faux URL, comme je l'avais expliqué tout à l'heure à votre camarade qui avait posé la question, pour les orienter par exemple vers le faux site d'une banque, de telle manière que quand ils vont se connecter, vous allez leur demander leurs informations sensibles, notamment username et password. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer ces informations via votre script malveillant. Dès qu'ils saisissent l'URL, le username et password, vous allez les renvoyer vers le vrai site, mais en contrepartie, vous avez déjà leur username et password. Donc, vous pouvez vous connecter à leur place. Le should surfing, c'est tout simplement vous mettre derrière quelqu'un quand il est en train de taper son mot de passe, regarder le clavier pour savoir quel est le mot de passe qu'il a tapé. Le dumpster diving, c'est la recherche de trésors cachés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec votre camarade, c'est que les gens qui vont aller chercher dans la poubelle, qui vont aller chercher dans la corbeille à papier, etc., pour retrouver beaucoup de données importantes. Maintenant, pour faire aussi votre footprinting et recherche d'informations, il y a des outils assez intéressants. Vous avez le ReconDog, le Billy Cipher, le FOCA, le Matelgo, que vous verrez en TP normalement. Et voilà, les contre-mesures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le footprinting?
Alors, nous avons l'accès aux réseaux sociaux doit être restreint à partir du réseau de l'entreprise. On empêche donc les gens d'accéder à leurs réseaux sociaux quand ils sont en entreprise. Nos serveurs doivent être configurés pour éviter les fuites de données. On doit expliquer aux employés, donc les éduquer, donc leur donner, si vous voulez, des cours rudimentaires en sécurité pour leur expliquer c'est quoi les footprinting, c'est quoi leur impact, c'est comment est-ce qu'on peut les espionner. On évite de révéler des informations sensibles dans les rapports annuels des entreprises et les communiqués de presse. Donc, ne pas avoir des responsables et faire fuiter des informations. On va empêcher les moteurs de recherche de mettre en cache des pages web. On doit désactiver surtout les fonctionnalités de géotag que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous devons protéger nos mots de passe, avoir un chiffrement robuste, utiliser des techniques, désactiver ce qu'on appelle le listing de dossiers, etc. Donc, sur ce, on a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les maintenant ou taisez-vous à tout jamais. 5, 4, 3, 2, 1. Pas de questions?